le partager. Donc voilà, avant de laisser la parole aux orateurs, bon ben, j'ai mis une petite image qui me semble bien représenter la situation actuelle. Clairement, les évolutions climatiques vont engendrer de nombreux risques. Je pense que je ne dois pas l'expliquer en détail. Et de toute façon, François va commencer par expliquer ça. Le but de ce webinaire, ce qu'on a voulu faire, c'était d'abord donner un aperçu des évolutions qui sont attendues, puis essayer de comprendre les différents risques liés aux risques climatiques et en particulier de comprendre la différence entre risque physique et risque de transition. Et bon, comme on est plutôt avec l'association des actuaires de Louvain dans les institutions financières, le but c'est d'analyser en quoi ce risque climatique va impacter l'activité des institutions financières. Et donc, pour ce faire, aujourd'hui, on a trois orateurs que je remercie déjà. On voit que l'engouement en termes de nombre de participants enfin, voilà, montre l'intérêt des gens pour le sujet. Donc, merci déjà à François, à Christophe et à Frédéric donc pour leurs interventions. Et donc, on va commencer avec François, que je vais présenter rapidement. François Massonnet, qui est ingénieur civil en mathématiques appliquées de l'UC Louvain. Ça, c'est une bonne chose, une bonne formation. Lui, il était diplômé en 2009. Il est actuellement chercheur qualifié au FNRS et professeur de climatologie à l'UC Louvain. Ses centres d'intérêt dans le cadre de ses recherches, c'est surtout l'évolution du climat et de sa prévisibilité, pardon, aux échelles de temps sous-saisonnières à multidécennales. Il pourra sans doute nous expliquer un peu plus ça en détail, avec en particulier un intérêt prononcé pour les raisons polaires. Donc voilà, François, je te laisse la parole et bonne présentation. Merci Xavier. Alors je vais partager mon écran. Voilà. Tu peux me confirmer qu'il est visible? Oui, tout à fait. Magnifique. Donc merci, oui, ça fait vraiment très, très chaud au cœur de savoir que ce sujet suscite toujours autant d'intérêt. Et je dois vous dire que j'ai préparé la présentation avec pas mal de plaisir parce que je sais que l'audience que j'ai devant moi n'est pas une audience habituelle. Habituellement, on parle à des étudiants de master ou à un grand public ou bien à des étudiants de secondaire. Et ici, je sais que vous avez une formation et en tout cas des notions de probabilité, de statistiques que n'ont pas la plupart des gens, ce qui évidemment est intéressant pour ce dont on va parler, le climat, qui est avant tout une affaire de physique, mais aussi de statistiques. Alors, je voudrais profiter de la grande taille de l'échantillon qu'on a aujourd'hui pour vous demander de m'aider à répondre à une question. Et la question est la suivante. En termes climatiques, que signifie la phrase « Il y a 30% de chances que les températures d'été en 2040 dépassent 25 degrés en Belgique ?» Alors, on a 4 réponses. La première réponse possible, c'est en 2040, 30% des jours d'été seront en moyenne plus chauds que 25 degrés. Ou réponse B, en 2040, 30% du territoire belge verra les températures d'été supérieures à 25 degrés. En C, 30% des étés comme ceux de 2040 seront plus chauds que 25 degrés. Et la réponse D, c'est toujours la réponse, aucune des réponses proposées, c'est bien connu. Alors pour aller répondre à ces questions, à ce sondage, je vais vous demander sur votre ordinateur ou votre smartphone de rejoindre l'adresse web qui est renseignée ici, donc woclap.com/asalve. Vous pouvez aussi scanner le code QR que vous voyez à l'écran. Et vous allez tomber sur une page qui va vous donner la question à l'écran, les 4 choix, et vous pourrez valider la question qui vous semble, la réponse qui vous semble la réponse correcte. Voilà, vous allez voir quelque chose qui ressemble à ceci. Et une fois que les réponses arrivent, je vais les disposer à l'écran.
Voilà, j'ai déjà 16 résultats, c'est en train d'arriver. On va encore attendre une dizaine de secondes. Voilà, bon, je vais arrêter le suspense ici. Et donc, une majorité d'entre vous a répondu la réponse 4, ce qui me fait poser la question que peut-être la question était mal posée ou que les réponses proposées n'étaient pas assez précises. En termes climatiques, la bonne réponse, normalement, c'est la réponse numéro 3, c'est-à-dire que 30% des étés semblables à ceux de 2040, ou en tout cas tels que prévus comme tels, seront plus chauds pour les 3 mois d'été que 25 degrés. La réponse A et la réponse B sur la question de est-ce qu'on a 30% des jours ou 30% du territoire belge qui est supérieur à 25 degrés, ce n'est pas la bonne réponse. La réponse au sens climatique, quand on fait une prévision probabiliste en tout cas, c'est plutôt la réponse 3, c'est-à-dire que 30% des étés comme 2040 seront plus chauds que 25 degrés. On reviendra à ça si vous le souhaitez dans les questions-réponses, parce que j'imagine que ça va mener à des questions de votre côté. Alors, si j'ai fait ça, c'est parce que je crois que la notion de probabilité et la manière dont on les interprète reste un des obstacles principaux à la compréhension des changements climatiques et peut-être une raison aussi pour laquelle on ne va pas assez vite. Je vous invite à regarder cette étude qui a été menée par des chercheurs avec un micro dans la rue. Ils ont posé la question un peu équivalente à celle que je vous ai posée sur qu'est-ce que ça veut dire 30% de chance de pluie pour demain. Et en fait, la majorité des gens sont à côté de la plaque, ou en tout cas interprètent mal cette probabilité. La deuxième raison qui m'a poussé à faire cette présentation, c'est que j'ai l'impression qu'actuellement, il y a beaucoup de raccourcis qui sont faits dans la presse en particulier, aussi auprès des hommes et des femmes politiques, qui, ce raccourci a tendance à faire un lien direct de causalité entre des émissions de CO2 d'un côté et des extrêmes climatiques ou météorologiques de l'autre. Or, on sait, en tant que climatologue, que la réalité est beaucoup plus complexe, qu'il y a un tas de processus physiques, d'interactions, de boucles de rétroaction, de facteurs aussi sur lesquels on n'a aucun contrôle, qui font qu'un extrême climatique est souvent le fruit, en partie, d'émissions de CO2 anormales, ou en tout cas supérieures à ce qu'on devrait faire, mais que ce n'est pas toujours la seule explication. Et donc, je vais essayer de poser aujourd'hui les bases physiques qui permettent de faire la part des choses dans cette question-là. J'ai repris ici les 3 questions de mon titre. Donc, qu'est-ce qu'on peut prévoir à quelles échelles de temps et pour répondre à quelles questions? Et donc, on va commencer par la première. Qu'est-ce qu'on peut prévoir quand on fait de la prévision climatique? Et pour comprendre, pour apporter une réponse à cette question, il faut un peu comprendre d'où on vient. Il faut savoir que la prévision climatique, elle a 2 parents. Elle a d'une part la climatologie et d'autre part la météorologie. Ce sont 2 domaines de recherche qui ont été distincts pendant très longtemps, qui commencent seulement maintenant à converger. Et si ça vous intéresse, tout ça, vous pouvez aller voir cette ligne du temps que j'ai créée dans le cadre du cours que je donne à l'UC Louvain. Vous aurez une copie des transparents, évidemment, après l'intervention. Et cette ligne du temps est une ligne du temps dynamique qui vous permet un peu de comprendre la séquence des grandes découvertes qui ont mené à la progression de la météo et de la climatologie. En ce qui concerne la climatologie, d'abord, c'est une science qui est relativement ancienne. Les premières découvertes datent de Joseph Fourier en 1824, avec la découverte de l'existence probable d'un mécanisme d'effet de serre dans l'atmosphère. Et la climatologie a pour ambition, pour résumer, de répondre à une question qui est: quelle est la réponse du système climatique à un forçage, par exemple une augmentation de la concentration en CO2 dans l'atmosphère? Donc, ce qui intéresse le climatologue avant tout, c'est de comprendre la réponse en température, en précipitation du climat si on change les concentrations en dioxyde de carbone. En parallèle des développements qui ont été faits en climatologie, on a eu pas mal de développements en météorologie cette fois, avec les premières cartes météo, avec au début des années 1900 la formalisation de la dynamique de l'atmosphère, le développement d'équations de conservation, équations qui sont déterministes, c'est-à-dire qui produisent toujours les mêmes causes quand on leur met les mêmes conditions initiales.
Et le grand chamboulement dans la recherche en météo, ça a été dans les années 1960, avec un scientifique qui s'appelle Edward Lorenz, et qui a montré que, aussi déterministes que soient les équations qui régissent l'évolution de l'atmosphère, eh bien, une méconnaissance des conditions initiales va mener à une grande dispersion des états de l'atmosphère en raison de la nature chaotique de la dynamique atmosphérique. Et donc la question des météorologues a toujours été de savoir comment évolue l'atmosphère si on connaît la condition initiale de l'atmosphère. Mais ce qu'a montré Lorenz, c'est que en raison de notre incapacité à observer précisément le système, on devra toujours traiter la prévision météo comme un problème non déterministe. Ça a été résumé par pas mal de personnes comme ce fameux effet papillon, c'est-à-dire cette grande sensibilité aux conditions initiales. Hein. Si on fait partir différentes trajectoires ici dans un espace des phases, vous pourriez imaginer les 3 dimensions de cette figure comme étant pression, température et vitesse du vent, par exemple. Eh bien, on a beau partir d'endroits qui se trouvent très proches les uns des autres, on va avoir au bout d'un certain temps une dispersion des trajectoires. Et donc, ce qu'a montré Lorenz, c'est que obligatoirement, pour faire de la prévision, il faut considérer des notions probabilistes ou statistiques plutôt que des considérations déterministes. La question, évidemment, est de savoir si, en présence d'un système chaotique, on peut encore faire des prévisions. Et la réponse est oui. Je vous mets ici, pour la petite histoire, parce que je pense que ça a le mérite d'être souligné, je vous mets ici sur la gauche une prévision qui a été réalisée en 1989 par 2 chercheurs américains. Et ça a été en fait la première projection climatique avec un modèle climatique digne de ce nom, donc une représentation numérique et physique de l'atmosphère et de l'océan. Et les chercheurs ont voulu comprendre quelle était justement la réponse de température à un doublement de concentration en CO2. Et ils ont montré qu'il y avait d'abord une hausse globale des températures, deuxièmement, qu'il y avait une réponse plus marquée sur les continents que sur les océans, en raison de l'inertie thermique plus faible des continents. Et troisièmement, que les régions arctiques étaient susceptibles d'augmenter plus vite en température que le reste du monde. Ça, c'était en 1989. Et maintenant, on a assez de recul pour apprécier l'exactitude de cette prévision et on voit que dans les grands traits, cette prévision était correcte. C'est-à-dire qu'on a une augmentation globale de température, plus marquée sur les continents, et même si les observations manquent sur l'Arctique, on a d'autres moyens maintenant de vérifier que leur prévision a été correcte. Globalement, ils ont fait une prévision très, très courageuse à l'époque qui s'est avérée dans les grands traits tout à fait correcte. Et donc, pour répondre à cette première question, qu'est-ce qu'on peut prévoir quand on fait de la prévision climatique? La réponse est très simple. On peut prévoir des choses, mais seulement sous forme de probabilité, des moyennes, des changements de fréquence, des changements de variance. Et la personne qui vient vous dire avec aplomb que la température à Bruxelles dans 10 ans sera supérieure de 1 degré à ce qu'elle est aujourd'hui, cette personne est nécessairement un menteur, parce que la seule manière de faire une prévision, c'est de l'exprimer sous forme probabiliste. Donc une bonne prévision s'exprime dans la forme, par exemple, dans 10 ans, à Bruxelles, l'augmentation la plus probable de température de l'air serait de 1 degré, avec par exemple un écart type de 0,3 degré autour de cette valeur de 1 degré. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est à quelles échelles de temps on peut espérer faire des prévisions et quel est notre horizon de prévisibilité. Et pour répondre à cette question, il y a une chose essentielle à comprendre, c'est que, ça a été montré par un chercheur anglais, Theodore Shepard, que les changements climatiques à venir peuvent toujours être décomposés en une contribution thermodynamique et une contribution dynamique. Alors la contribution thermodynamique, c'est tout ce qui concerne les changements de température, principalement, mais aussi du contenu thermique dans les océans, donc la chaleur stockée dans les océans, mais aussi la réduction du volume des banquises ou des calottes glaciaires. Et tous ces facteurs sont actuellement très bien compris, donc le futur de cette contribution est très bien compris, sont bien contraints et donc sont très bien prédits. Par contre, la contribution dynamique, qui elle a trait au changement dans la circulation de l'atmosphère, les zones de pression, la vitesse des vents, la circulation du vent autour des zones de pression. Cette contribution, elle est très mal comprise et donc elle est également mal prédite.
ce qui fait que dans son ensemble, le changement climatique est relativement incertain, principalement en raison de cette deuxième contribution. Alors cette dynamique atmosphérique, je pense que c'est intéressant de mettre un visage dessus. Les chercheurs ont essayé de comprendre un peu comment s'organisait le temps, donc la météo, dans différentes régions du monde. Et sur nos régions, en Europe de l'Ouest, les chercheurs ont identifié principalement 4 types ou 4 grands régimes de temps. Le régime NAO+, pour North Atlantic Oscillation+, qui est en fait le régime dans lequel on se trouve cette semaine, un régime caractérisé par des vents très puissants qui viennent de l'ouest, qui passent donc sur l'océan avant d'arriver chez nous, donc des vents relativement océaniques, chargés en humidité, puissants, et qui donnent lieu à des dépressions et parfois à des tempêtes comme on a eu hier. D'autres régimes existent, le régime opposé, NAO-, dans lequel on a plus des vents d'est, les régimes de blocage, qui sont des régimes dans lesquels on a un gros anticyclone centré sur nos régions, qui va amener un temps très stable, très lumineux, sans nuages, et le régime de dorsale. Et donc la dynamique, c'est ça, c'est comment ces 4 régimes se succèdent et varient en termes de fréquence dans le temps. Et quand on se pose la question de savoir si à l'avenir on va avoir un glissement des fréquences de NAO+, vers le haut ou vers le bas, ou des NAO- vers le haut ou vers le bas, ben la réponse est très compliquée. Et pour vous en convaincre, regardez ici différentes simulations qui ont été réalisées avec le même modèle climatique, j'insiste bien avec le même modèle climatique, qui part des mêmes conditions initiales légèrement perturbées pour échantillonner justement la variabilité climatique interne. Eh bien, ce même modèle climatique va donner ici 11 projections de la pression de surface qui vont être relativement différentes. Vous voyez, avec certaines projections qui indiquent une diminution de la pression comme ici, d'autres qui indiquent une augmentation de la pression sur l'Europe comme ici. Et donc ça vous montre que ces facteurs dynamiques actuellement, surtout à courte échelle et au niveau régional, ils sont relativement mal contraints. Et donc en réponse à cette deuxième question, quand on fait une prévision, l'espoir qu'on a en termes de prévisibilité, il va dépendre de la variable qu'on va regarder, avec les variables thermodynamiques qui sont plus prévisibles que les variables dynamiques. Il va dépendre aussi du niveau de granularité ou niveau spatial qu'on va regarder. Une prévision sur la Belgique est plus difficile à faire qu'une prévision en moyenne globale, et dépend aussi de la zone du monde qu'on va analyser. Alors, venons maintenant aux questions très pratiques. À quelles questions est-ce qu'on peut essayer de répondre? Et la première question qui revient le plus souvent, c'est est-ce qu'on va vers un monde avec davantage de vagues de chaleur? Et là, la réponse est assez claire. Ce que vous montre la figure ici à l'écran, c'est l'évolution du nombre de vagues de chaleur comptées en Belgique depuis les années 1900. On voit qu'on a eu pas mal d'épisodes là au milieu du siècle. Mais depuis 1981, on a une augmentation statistiquement significative du nombre de vagues de chaleur. Ce résultat n'est pas valable uniquement pour la Belgique, il est aussi valable pour le reste du monde. Et en fait, le dernier rapport du GIEC a montré que quasiment partout sur Terre, les extrêmes de température, donc les températures maximales journalières, vont avoir tendance à devenir encore plus extrêmes. Et ça, c'est un résultat extrêmement robuste qui est valable donc pour quasiment tous les endroits du monde. Vous allez me dire, mais comment est-ce que c'est possible, vu qu'on a quand même cette incertitude sur la dynamique qui peut influencer les extrêmes eux-mêmes? Alors, pour vous expliquer ce mécanisme, j'ai fait un petit test ici, qui vaut ce qu'il vaut, mais qui, à mon avis, explique pas mal de choses. J'ai généré de façon synthétique une série de températures hypothétiques en noir, cette courbe noire, que j'ai échantillonnée à partir d'un signal forcé, le signal saisonnier, auquel j'ai rajouté du bruit légèrement autocorrélé pour simuler cette alternance de régime de temps. Et dans un monde actuel, par exemple en 2020, vous voyez, on pourrait avoir par exemple 2 vagues de chaleur sur l'été, c'est-à-dire 2 fois un dépassement d'un seuil de 30 degrés, qui est la définition habituelle. Et donc la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui se passe si maintenant je rajoute 2 degrés à cette courbe, mais que je gèle, que je ne touche pas au facteur dynamique. Donc je garde mon bruit, mais j'augmente de 2 degrés partout cette courbe. Quand je fais ça, forcément, j'ai un décalage vers le haut de 2 degrés de ma courbe noire. Et si je vais zoomer sur la période d'été, qu'est-ce que j'observe? J'observe d'abord que
les vagues de chaleur vont commencer plus tôt, puisque la courbe est plus élevée que dans le monde actuel, et vont en sortir plus tard. Donc on va passer les seuils plus tôt et les repasser dans l'autre sens plus tard, ce qui va faire des vagues de chaleur plus longues. Deuxièmement, on va avoir des vagues de chaleur plus intenses, puisque forcément on a rajouté 2 degrés de façon thermodynamique. Et troisièmement, on va avoir l'émergence de nouvelles vagues de chaleur qui n'étaient pas présentes avant, puisqu'on va dépasser ce seuil de 30 degrés plus souvent. Donc voilà une manière conceptuelle d'expliquer que ce résultat est très robuste, malgré l'incertitude sur la dynamique. Deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'il en est des précipitations? Alors pour les précipitations, la réponse est moins claire, simplement parce que les précipitations sont un événement dynamique. En Belgique, cependant, on s'attend à avoir des hivers un peu plus humides et des étés globalement plus secs, en raison notamment de l'assèchement sur le pourtour méditerranéen, qui est un trait très caractéristique du climat futur. Mais ce qui, moi, m'intéresse plus dans cette histoire, ce n'est pas spécialement les moyennes, c'est un peu de voir comment vont évoluer les extrêmes. Alors, il faut savoir 2 choses pour les précipitations. C'est que quand l'air devient plus chaud, il peut contenir plus de vapeur d'eau. On estime qu'à chaque degré supplémentaire qu'on produit sur une parcelle d'air, elle va pouvoir contenir entre 6 et 7% de vapeur d'eau supplémentaire. Ça veut dire qu'elle va pouvoir aussi relâcher lors de précipitations 6 ou 7% de plus que dans un monde plus froid de 1 degré. Par ailleurs, les températures de l'océan augmentent, surtout en surface, et donc le phénomène d'évaporation est en train de s'exacerber, et les flux sont plus élevés dans un monde plus chaud que dans un monde actuel. Ce qui fait que quand on met tout ça ensemble, on va avoir des cycles hydrologiques qui seront beaucoup plus intenses dans un climat plus chaud. Ce qui inquiète beaucoup de personnes, et en particulier les agriculteurs, les gens qui gèrent les stocks en eau, ce n'est pas spécialement les changements de moyenne de précipitation, c'est plus les glissements dans la distribution des températures. Ce que vous voyez à droite ici, c'est le schéma qui va s'appliquer dans les années à venir, c'est-à-dire qu'on va avoir de moins en moins de précipitations faibles, mais de plus en plus de précipitations extrêmes, pour des moyennes qui peut-être ne vont pas changer énormément. Si vous demandez à un agriculteur, est-ce qu'il préfère avoir 20 jours de bruine ou 20 jours composés de 18 jours de sécheresse et 2 jours de grosses pluies intenses, il n'y a pas de doute, il va vous dire qu'il faut de la bruine pour ces cultures. Donc là, il y a vraiment un enjeu très particulier. Est-ce qu'on va vers plus de tempêtes? Les tempêtes, c'est compliqué. C'est compliqué parce que les tempêtes sont générées avec une multitude de facteurs qui sont pour la plupart compris, mais il y en a au moins 3 qui sont assez mal compris, ou en tout cas dont l'avenir est incertain. Et donc l'avenir des tempêtes en termes de trajectoire, de fréquence, de vitesse de vent est relativement incertain. Par contre, vu que l'air plus chaud peut contenir plus de vapeur d'eau, on sait que la même tempête en 1990 et en 2050 n'aura pas le même impact. La tempête de 2050 aura plus d'impact parce que davantage d'eau va être relâchée au moment du passage de la tempête. Pour les inondations, alors j'avais ici un petit film que je vais vous faire passer. Voilà, c'est un film d'une tempête dans les Alpes-Maritimes en France en 2020. L'inondation, c'est un phénomène extrêmement multifactoriel, c'est-à-dire qu'il y a un risque clairement climatique avec l'augmentation de précipitations extrêmes, mais pas que, puisque vous savez sans doute qu'il y a des zones plus propices à des inondations qui peuvent être inondables ou non. Il y a aussi un risque lié à l'urbanisation croissante de certaines régions. L'eau ruisselle beaucoup plus facilement sur du béton que sur des sols qui ne sont pas aménagés. Et donc là, c'est la composition de ces 3 risques qui va déterminer si on va avoir des inondations plus fréquentes ou plus intenses. J'avance. C'est où? Je vais arrêter cette vidéo ici. Hop. Les orages, un petit mot rapide, c'est pas clair du tout. Les orages, c'est pas clair du tout. Il n'y a pas de tendance dans les observations et ce sont des phénomènes à trop petite échelle pour pouvoir dire quoi que ce soit. Et je voulais quand même terminer avec le big player, vraiment le gros enjeu pour moi, en tout cas à très long terme, c'est l'augmentation du niveau marin. Et là, je voulais vous demander si vous pourriez encore aller faire un petit test sur Booklab. Alors, je vais maintenant charger l'autre question.
Donc vous retournez sur wooklab.com/assalve et je vais charger l'autre question. Oups. Voilà, vous devriez voir maintenant à votre écran une autre question. Je vois que des réponses arrivent. Donc la question est, est-ce que dans le scénario le plus optimiste, le niveau moyen des océans va être plus bas qu'aujourd'hui en 2100, au même niveau, plus élevé, ou qu'il y a simplement trop d'incertitudes pour le dire? Je vois qu'on a les réponses qui arrivent. J'attends encore un petit peu. Voilà, je mets les réponses actuelles et vous voyez qu'on a une majorité des gens qui répondent correctement, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on peut quasiment arrêter de faire des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui, quoi qu'il arrive, en 2100, même dans les scénarios les plus optimistes, comme le scénario bleu ici, on aura une élévation du niveau de la mer. Alors, je dois vous dire que pendant très longtemps, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce que voulait dire une élévation du niveau de la mer, parce que ces chiffres me paraissent toujours un peu dérisoires. On parle de quelques centimètres en plusieurs années, et ici, bah, voilà une image de la mer du Nord où on se dit, bah, c'est pas si grave. Mais en fait, 1 centimètre d'élévation du niveau de la mer en moyenne, bah, ça correspond, vu que la pente est très faible, à plus ou moins 1 mètre de pénétration horizontale de l'eau. Si par malheur vous êtes dans une période de super équinoxe avec une marée haute, une grosse tempête, ben, il y a un risque bien réel d'inondation, comme ça a été observé. Par ailleurs, une grande partie de la Belgique est en dessous du niveau de la mer. Plus ou moins 25% du territoire des Pays-Bas est sous le niveau de la mer. Il y a un problème clairement ici, il y a un risque que les nappes aquifères soient contaminées par de l'eau salée, ce qui peut vraiment induire un stress sur la disponibilité en eau. Et si par malheur, cette année-là, vous avez une grosse sécheresse, eh ben, vous allez avoir des grands problèmes de disponibilité. Et donc, le fin mot de l'histoire avec ce niveau marin, c'est que c'est clairement un signal climatique très lent, mais qui est aussi très, très certain. C'est-à-dire qu'on le voit venir de très loin et que l'eau finit toujours par trouver son chemin, quelles que soient les digues que vous pouvez construire. Et je mets ce petit chiffre aussi qu'environ 10% de la population vit en dessous de 10 mètres au-dessus du niveau marin, ce qui doit nous conscientiser par rapport à ce risque-là. Donc voilà, on va vers où? Ben, on va vers un monde certainement plus chaud, avec des extrêmes hydrologiques qui seront plus intenses, et que même s'il y a une incertitude sur la dynamique, les mêmes phénomènes extrêmes aujourd'hui auront sans doute plus d'impact dans les années à venir. Je laisse ici quelques remarques pour conclure, notamment sur le fait qu'on est bombardé d'informations médiatiques, qu'il y a ces raccourcis qui sont faits très souvent sur changement climatique et extrême. Il faut rester extrêmement lucide et prudent par rapport à tout ça. Mais je vais m'arrêter là et je prendrai avec plaisir vos questions maintenant ou après, si vous en avez. Merci François. Ben, il y a une question. Les modèles tiennent-ils compte des évolutions démographiques prévues en Asie et en Afrique? Et une deuxième question liée à ça, est-ce qu'une diminution de CO2 en Europe ou aux États-Unis aura un impact réel sur le climat au vu de cette évolution? Oui, deux questions très couplées forcément. Les modèles tiennent compte de l'évolution démographique, donc les modèles sont des modèles qui fonctionnent par scénario. Les scénarios sont des scénarios, ce qu'on appelle des SSP, donc Socio-Economic Shared Pathways, donc ce sont des trajectoires qui prennent en compte l'évolution démographique, l'évolution de nos habitudes de consommation, l'évolution de nos technologies et l'évolution de notre manière de consommer. Donc ça oui. Et deuxième question, est-ce que les efforts seront suffisants? Les États-Unis et l'Europe actuellement comptent pour relativement peu des émissions, enfin clairement moins de l'ordre, à mon avis, de un tiers, 40% des émissions globales. Les gros émetteurs actuels, c'est la Chine forcément, et les gros émetteurs potentiels pour les années à venir, c'est l'Afrique, avec un développement démographique absolument colossal. Donc, non, ces efforts ne sont sans doute pas suffisants pour contrebalancer d'autres émissions si elles ont lieu. Par contre, les États-Unis et l'Europe ont un rôle à jouer sur l'exemple qu'ils peuvent donner sur une manière de faire une transition écologique réussie. C'est-à-dire qu'ils peuvent démontrer qu'il y a moyen de continuer à produire de l'énergie et de l'électricité de façon décarbonée.
Peut-être une question alors qui est un peu liée. Dans quelle mesure ces modélisations, données du XXe siècle, s'intègrent dans les cycles temporels plus longs, exemple des effets de type astronomique? Et alors il y a un nom qui est cité, Milankovitch, que je ne connais pas. Peut-être que ça te dira quelque chose. Oui, les cycles de Milankovitch, ce sont les cycles qui sont liés aux variations des paramètres orbitaux de la Terre et qui font qu'on a des périodes de glaciation, de déglaciation. Donc là, on parle vraiment sur des échelles de temps beaucoup plus longues. Euh, donc les changements, les variations de température qu'on observe actuellement, évidemment, elles ont déjà été observées par le passé, par les mesures qu'on a des carottes glaciaires. On sait qu'on a déjà eu des variations bien plus grandes que les variations qu'on observe aujourd'hui. Par contre, ce qui est vraiment inédit avec ce qui se passe actuellement, c'est pas tant l'amplitude des variations, mais c'est la rapidité avec laquelle elles se passent. C'est-à-dire qu'on a des changements de température sur des fenêtres temporelles qui sont extrêmement courtes. Et pour vous donner un autre exemple, l'augmentation de concentration en CO2, actuellement, elle est en train d'augmenter à un rythme qui n'a jamais été vu, simplement par des facteurs naturels. Et on est en train de dépasser le plafond qui n'a plus jamais été atteint depuis au moins 800 000 ans dans le passé. Donc, certes, il y a eu beaucoup de variations climatiques dans le passé, parfois même plus grandes que ce qui nous attend, mais le problème ici est vraiment la rapidité avec laquelle tout ça se passe. Ok, parfait. Je propose qu'on prenne une dernière question et puis on passera à l'orateur suivant. On reviendra éventuellement à la fin s'il reste encore des questions. Est-ce que tu observes un signal sur les cycles de blocage des systèmes climatiques? Oui, donc les blocages climatiques, c'est exactement ce que j'ai discuté avant, hein. C'est le fameux anticyclone là. Les tendances sur les blocages sont vraiment pas claires. En tout cas, il y a des modèles qui vont simuler une augmentation des blocages, mais quand on regarde d'autres modèles, on va avoir une diminution. Et donc, cette fréquence des blocages qui donne lieu à des conditions très stables et souvent très sèches en été, euh, n'est pas clair du tout. Donc là, on ne peut pas répondre avec certitude dans quelle direction on se dirige. Ok, super. Bah, écoute, François, merci beaucoup pour ton intervention. Je pense que ça permet de comprendre quand même pas mal de choses et aussi que les probabilités, c'est intéressant, évidemment, dans le cadre de l'analyse climatique. Euh, je propose du coup de passer à l'auditeur, enfin à l'orateur